Ne me croyez pas sur parole. Expérimentez. Explorez. J'ai souvent eu un doute sur qui j'étais, sur qui je serais. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus sur qui je suis. Non. Je suis la somme de mes croyances. Je suis la somme de mes pensées. La somme de mes choix. La somme de mes actions. Je suis la somme de ce dont je suis conscient. Mais je suis aussi la somme de mon inconscient. Je suis autant matière organique que matière subtile, bruit et silence. Finalement, je suis un tout vide et plein, binaire et nuancé, pragmatique, logique, raisonné et superstitieux, fantaisiste, curieux, rêveur. Et comme je suis un tout, comme je suis une somme d'un nombre incalculable, même infini, de petites, de moyennes et de grandes choses, eh bien, j'en suis arrivé à la conclusion que il était plus sage, pour se définir, de garder les deux premiers mots communs à la somme de tout ce que nous incarnons. Alors, en ce sens, je me définirais en disant que je suis. Ce que j'appelle la ruée vers le souvenir a pour moi consciemment commencé il y a 10 ans. Originellement, j'étais un humain sans particularité par rapport aux normes que nos sociétés modernes ont définies. Puis brusquement, de nombreux événements successifs ont remis en cause mes systèmes de pensée, de croyances et d'action. Alors que je n'avais que 12 ans, très concrètement, les premiers phénomènes sont apparus, et ils étaient de nature extrasensorielle comme beaucoup d'entre nous. Clairvoyance, clairaudience, magnétisme, télépathie unilatérale, si je puis dire. Alors que j'avais un âge où ma maturité intellectuelle ne me permettait pas de questionner sous les bons angles ce que je vivais, je commençais en parallèle à m'intéresser à l'ésotérisme et à ses applications dans le développement personnel. À cette époque, la faste spiritualité n'était pas aussi pullulante qu'aujourd'hui, où le discernement est un prérequis obligatoire pour errer dans ces domaines, afin d'en extraire l'essence et identifier les gourous ou les faux prophètes. Mes premiers pas ont été celui d'un méditateur. Oui, ce mot existe. Mais si vous cherchez une définition, vous tomberez sur celle-ci. Personne qui s'absorbe dans de longues méditations, d'ordre religieux surtout. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu d'éducation religieuse, donc la deuxième moitié de la définition est fausse, dans mon cas. Cependant, l'ésotérisme m'a fait découvrir certains préceptes du védisme, du brahmanisme, de la philosophie bouddhiste et de l'hermétisme. Alors, sans me dire quoi que ce soit, sans rien vénérer, juste pour me révéler de parties de moi-même que mon personnage humain occultait, je m'adonnais à de longues sessions de méditation. Toutes plus bénéfiques les unes que les autres, elles m'ont appris à respecter ce qui est, mais pas seulement, car elles avaient pour effet d'amplifier les capacités, entre guillemets, extrasensorielles qui étaient apparues. Et pas que, car dans un état de lucidité exacerbé, conscient, mais seulement observateur de chaque tension, de chaque flux de mon corps physique, loin des scènes vécues lors de la phase hypnagogique,
Des images, en flash, ont surgi sur mon écran mental. Intrigué par la netteté et l'absence d'origine consciente, j'ai fini par les écrire dans les notes de mon téléphone. À cette époque-là, par manque d'expérience, je les jugeais comme étant des apparitions d'un potentiel futur. Et la vie m'a donné raison. Nous sommes en 2016, et quelques mois après un flash où je perçois un camion à toute allure foncer vers des promeneurs, l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais prend vie. Suis-je fou ? Ou puis-je faire une corrélation ? Je ne saurais jamais, mais la manifestation de plusieurs autres événements personnels préperçus lors de ces méditations m'ont poussé à donner du crédit à toutes celles que j'avais jusqu'alors vécues. Cela a marqué la fin d'une période, jusqu'à la prochaine synchronicité, celle de la rencontre inattendue, celle qui marque un début. Je n'avais aucun lien avec un ami de ma mère qui cheminait dans le monde du chamanisme. Lorsqu'après une très rapide rencontre, et si je me souviens bien, quelques SMS, il dit à ma mère « Il faudrait que je voie ton fils. Je vais l'appeler Louis. » Louis savait que j'aimais méditer, mais ma mère n'avait pas pu lui en dire plus, car je ne lui disais rien de ce que je vivais à cette époque. C'est ce qui m'a fait me dire que Louis ne faisait pas ça pour être mystérieux ou pour plaire. J'ai donc accepté de passer une après-midi chez lui, pendant laquelle il m'a fait vivre ma première méditation au tambour chamanique. À la fin de celle-ci, il m'a demandé mes ressentis, et après 5 minutes, une masse invisible mais tangible s'est déplacée à travers moi, de la gauche vers la droite. C'était si palpable que j'ai été surpris, tournant brusquement ma tête vers la gauche, perturbé. J'ai commencé à me sentir oppressé au niveau du plexus, et de cette oppression émanaient des émotions bien distinctes de celles que je pouvais éprouver par moi-même. Louis m'a subitement dit « Toi aussi, tu la sens ?» C'est à ce moment-là qu'il m'a expliqué, sûr de lui, que ce que je ressentais était une âme errante, bloquée dans le plan physique terrestre, et qu'il allait m'apprendre à les faire passer vers la lumière, pour faire simple. Je n'étais pas encore très acculturé à ces termes, mais j'ai compris et je me suis laissé guider. Il n'y avait pas de protocole préconçu, c'était plus un dialogue avec elle et une mise en confiance de celle-ci. Après quelques minutes, avec la même tangibilité, le poids sur mon plexus s'est évaporé vers le haut, emportant les émotions qui en émanaient. Il n'était pas question d'y croire ou pas, car je venais d'expérimenter quelque chose de nouveau et tout semblait lié. Était-ce un effet psychologique, physique, émotionnel ? Ces hypothèses avaient une légitimité jusqu'à ce que certaines âmes désincarnées en lien avec des personnes de mon entourage me donnent des informations que je n'étais pas censé savoir. La classique. J'ai donc pu me prouver que dans les expériences que je vivais, une bonne partie de celles-ci était réelle. J'ai continué pendant quelques années à entretenir cette routine spirituelle entre mes activités de méditation, mes expériences extrasensorielles et mon rôle de psychopompe. Puis, c'est la chute. La manifestation de toutes ces particularités a, comme je l'ai dit avant, changé le prisme à travers lequel se formait ma réalité. En effet, le puzzle de ma compréhension de la vie semblait se former dans son intégralité. Cependant, ce que je n'identifiais pas à cette époque, c'était ma perte d'ancrage avec le réel physique. Un désintéressement envers ma réalité terrestre, une incompréhension de pourquoi je m'emmerde à rester ici, le sentiment de solitude, la perte des codes liés aux conceptions humaines et l'inhibition des émotions. J'avais extrapolé la place de la réalité intangible qui avait pris vie en moi, je l'avais dissociée du personnage humain que j'incarne ici et maintenant. Et c'est dans cette dualité, et suite à la perte d'un grand ami, que s'est confondu l'autre bout de mon existence, ma partie terrienne. Enterrant pendant plus de 2 années tout ce que j'avais entrepris, voilà ce qui animait dorénavant ma vie. Avoir une carrière, des ambitions matérialistes, faire des efforts pour accepter la souffrance engendrée par le carcan de la normalité que j'avais eu tant de mal à retirer de mon cou, transgresser des valeurs si fondamentales à mon évolution. J'ai alors suivi par défaut la voie classique du commerce dans le vaste domaine d'application des hautes technologies. Une expérience riche en rencontres, en connaissances, en défis et en révélations, mais également en doutes, en frustration et en décalage. Une expérience qui m'a montré le chemin vers ma personnalité terrienne, aussi naturelle que conditionnée par la culture dans laquelle elle s'est formée. Et malgré tout cela, j'éprouve une profonde gratitude envers cette période, source d'un déclic moteur. Lorsqu'il n'y a plus d'alignement entre le corps et l'esprit, un processus d'autoparasitage se met en place. J'ai alors
dans l'égarement, pensé et agi de la mauvaise manière, engendrant des problèmes de santé physique. Peu graves, mais handicapants, et c'est le déclic. Je fais directement le lien entre ce que j'ai choisi de vivre et ce que mon existence la plus haute me demandait de vivre. Toujours cette superstition. Je ne voulais plus me mentir. Cet environnement superficiel et en surface dans lequel je m'étais inscrit n'était qu'un voile opaque, nourrissant mon ego et ma fantasmagorie. Usé par l'élan souverain, constant et intrinsèque de l'âme, il s'est fait plus transparent, la laissant de nouveau réapparaître. Avec elle, tout ce que j'avais appris, mais différemment, car bercé en son sein, le nouveau prisme à travers lequel j'allais maintenant observer la vie. Un semblant d'équilibre entre toutes les parts de qui je suis, à ce jour exploré. Je décide alors de réfléchir à un plan pour m'extirper de ce cercle vicieux, sans trop m'endommager, physiquement, financièrement, mentalement. Nous sommes en pleine crise sanitaire, politique, économique, tout se mélange, et c'est dans ce contexte que je choisis de faire le plus gros virage de ma vie. Quelle connerie. Eh oui, cette pensée me traverse l'esprit, mais j'en rigole. Du coup, je couche sur papier mes valeurs, ma philosophie, les centres d'intérêt dans lesquels je m'épanouis le plus, ceux ayant une approche holistique de la vie, ce que j'aime moins, mes ambitions. Je mets en face de cela tout ce que j'ai en mémoire et qui se rapproche de ces critères. Je fais un bilan, afin d'y voir plus clair quant à mon positionnement par rapport à moi-même. Sans surprise, j'identifie un axe potentiel de développement que je souhaitais déjà acter lorsque j'étais jeune ado au collège, celui du bien-être et plus particulièrement la médecine chinoise. Et c'est depuis ce jour que s'est réveillé en moi le souvenir.